Bonjour, mesdames, messieurs, merci d'être là aujourd'hui. On va parler aujourd'hui des trachéotomies, des trachéostomies et de la prise en charge du patient essentiellement à domicile. Pour commencer, on voudrait remercier nos partenaires Atos, Fresenius et GOP Santé pour leur présence et pour leur aide pour faire cette soirée aujourd'hui. Donc, on va parler aujourd'hui essentiellement des canules trachéales, des gestes en urgence, des séquelles et complications des trachéotomies et trachéostomies, essentiellement. On laissera les questions pour la fin, si vous avez des questions, bien sûr. Donc, cette présentation, ça sera avec mes collègues Mélissa Costa et Camille Michel, que je remercie. Donc, quand on parle de trachéotomie, trachéostomie, on parle souvent de cancer ORL. Donc, c'est une pathologie très fréquente en France. On a plus de 15 000 cas par an, essentiellement des hommes. Et donc, c'est des cancers qui sont diagnostiqués généralement à un stade tardif. Et la trachéotomie ou trachéostomie fait partie de la prise en charge globale du patient, car ces cancers peuvent avoir un impact assez rapidement au niveau de la respiration, en obstruant les voies aériennes supérieures, et donc peut opposer l'indication de réaliser une trachéostomie, soit en urgence, soit en préventif. Il faut savoir que si ces cancers-là sont diagnostiqués précocement, on peut éviter la réalisation de la trachéotomie ou de la trachéostomie, et on peut espérer une guérison dans plus de 90% des cas. Les facteurs de risque les plus connus sont le tabac et l'alcool, mais actuellement, on entend parler de plus en plus des cancers HPV induits. En effet, plus de 40% des cancers de l'oropharynx sont liés à l'HPV. Il y a bien sûr d'autres facteurs de risque, notamment professionnels, tels que l'exposition à l'amiante pour les cancers du larynx. Il y a l'exposition à la poussière de bois pour les cancers nasosinusiens. Il y a d'autres facteurs tels que des virus, le BV dans les cancers du nasopharynx. Donc, on a dit qu'un diagnostic précoce permettait d'éviter, dans certains cas, la réalisation d'une trachéotomie ou d'une trachéostomie, qui est simple à faire, mais qui a des conséquences importantes dans la vie du patient. Donc, les patients qui ont des douleurs au niveau de la gorge, un problème au niveau de la déglutition, une modification de la voix, une lésion au niveau de la cavité buccale, tel qu'un aphte qui persiste, un ganglion dans le cou, des saignements au niveau du nez, une obstruction nasale unilatérale, des douleurs au niveau cervico-facial et notamment une otalgie unilatérale, une gêne respiratoire. Il faut qu'ils consultent rapidement un spécialiste, notamment si ces symptômes persistent plus de 3 semaines. Donc, le parcours d'un patient ORL, initialement, dès qu'il a un de ces symptômes, il va consulter généralement ou bien son médecin traitant ou bien un dentiste. Et ce médecin va l'adresser vers une consultation spécialisée ORL pour réalisation d'un examen clinique et d'une nasofibroscopie. Il faut savoir que dès la consultation initiale, va s'enchaîner plusieurs examens pour le diagnostic, mais notamment pour le bilan pré-thérapeutique. Et il faut au moins 4 à 6 semaines de durée de temps pour réaliser tout ce bilan et espérer commencer le traitement rapidement pour espérer une guérison. Et la trachéotomie peut s'opposer soit quand il y a une prise en charge chirurgicale, ou bien quand il y a une radiothérapie ou une chimiothérapie. On peut poser l'indication également d'une trachéotomie avant le traitement, ou en cours de traitement quand il y a une gêne respiratoire. Comment on définit une trachéotomie et une trachéostomie ? Donc, la trachéotomie, c'est une ouverture au niveau de la trachée
pour permettre la respiration, parce qu'il y a une obstruction au niveau des voies aériennes supérieures. Et la différence avec la trachéostomie, c'est qu'il y a en fait, la trachée, elle est abouchée directement à la peau. Alors qu'ici, donc, on n'abouche pas la trachée directement à la peau, et la respiration par le nez et la bouche est toujours possible. Alors qu'ici, on sépare les voies digestives et les voies respiratoires, et le patient ne peut plus respirer par le nez et la bouche. Donc la trachéotomie, comme on a dit, elle est indiquée quand il y a une obstruction des voies aériennes supérieures, le plus souvent dans les cancers des VADS, les cancers ORL. Ça peut se poser aussi dans d'autres indications, telles que les patients hospitalisés en réanimation avec une intubation prolongée, quand il y a un traumatisme maxillofacial avec un œdème important. La trachéostomie, quant à elle, elle est indiquée dans les cancers du larynx et de l'hypopharynx, et quand on réalise une laryngectomie totale ou une pharyngolaryngectomie totale. Et dans cette situation, comme on a dit tout à l'heure, on va séparer, on va enlever la tumeur qui est localisée dans le larynx ou l'hypopharynx, et on va séparer les voies aériennes et les voies digestives. On voit ici l'œsophage, et on voit ici la trachée qui est abouchée directement à la peau. Donc la trachéostomie, elle est définitive parce qu'on ne peut plus rétablir, par la suite, quand on enlève le larynx, on ne peut plus rétablir les voies aériennes supérieures, alors que la trachéostomie, elle est temporaire, dans la majorité des cas. Donc, à retenir, donc, pour les trachéotomies, généralement, le premier changement est réalisé lors de l'hospitalisation, avec la présence obligatoire d'un médecin. Et après les changements, quand le patient va rentrer à domicile, il peut être fait par l'IDE à domicile. Alors que la trachéostomie, ça peut être fait dès le premier changement, ça peut être fait par l'IDE sans nécessairement la présence du médecin, parce que la trachée est directement abouchée à la peau. Dans les trachéotomies, on utilise une canule rigide. On va voir après avec ma collègue les types de canules. Et donc une canule rigide avec une chemise interne et plus ou moins un ballonnet. Cette canule peut être fenêtrée ou non fenêtrée, alors que dans les trachéostomies, on n'a pas besoin de chemise interne et il n'y a pas de ballonnet. L'alimentation dans les trachéotomies est possible si le patient ne présente pas de fausse route, et si c'est fait après une chirurgie, l'alimentation est possible après cicatrisation complète. Il faudra une rééducation avec une orthophoniste. Pour les trachéostomies, l'alimentation est possible après cicatrisation complète. Il n'y a pas besoin de l'intervention d'une orthophoniste. Le patient peut remanger après l'autorisation du médecin, bien sûr. Pour la phonation, quand le patient a une trachéotomie, il a toujours ses cordes vocales. Donc, s'il n'y a pas de tumeur qui vraiment obstrue ou gêne la mobilisation des cordes vocales, le patient peut toujours parler avec une canule fenêtrée. Donc, avant la décanulation, on peut mettre une canule parlante avec une chemise interne et qui est fenêtrée, et quand le ballonnet est dégonflé, le patient pourra parler en appuyant sur la canule, en bouchant la canule. Et quand on décanule le patient, avant la fermeture de l'orifice, l'orifice doit être fermé par un pansement, et le patient doit fermer, appuyer dessus, et il pourra parler. Il a toujours ses cordes vocales. Alors que quand on réalise une trachéostomie, le patient n'a plus de cordes vocales. On a vu quand on fait une trachéostomie, la trachée est abouchée à la peau et on enlève le larynx complètement. Et donc, le patient ne peut plus parler comme avant. Il doit apprendre à parler avec une orthophoniste par une voie trachéosophagienne quand on pose une prothèse phonatoire, ou une voie œsophagienne où il peut utiliser un électrolarynx. On va voir cela tout à l'heure également. Donc là, on va voir rapidement
une petite vidéo sur la technique chirurgicale, comment on réalise une trachéotomie. Je ne sais pas si vous pouvez appuyer pour la vidéo. Comment je fais? Bon, c'est lancé. Donc on fait une incision. Là, c'est un patient qui va être opéré pour un cancer oropharyngé. Il va avoir une oropharyngectomie latérale avec un curage cervical. On peut se dire qu'il n'a pas besoin de trachéotomie parce qu'il n'est pas gêné pour respirer. Mais en fait, il faut savoir qu'en post-opératoire, il peut avoir un œdème important au niveau des voies aériennes supérieures et il peut être gêné pour respirer. Et la trachéotomie est réalisée en préventif dans cette situation pour éviter de réaliser le geste en urgence. Donc cette trachéotomie, elle est provisoire. Le patient va la garder durant l'hospitalisation, le temps de la cicatrisation et le temps de la diminution de l'œdème post-opératoire. Donc on a ouvert les tissus sous-cutanés, les plans sous-cutanés, on est arrivé jusqu'au niveau de la trachée. On a fait une ouverture au niveau de la trachée, comme vous voyez ici. On l'a fait généralement entre le 2e et le 3e anneau trachéal. Et on fait un petit volet en U inversé qu'on fixe à la peau. Et ce petit fil qu'on met va faciliter le premier changement de la canule en post-opératoire. Donc on utilise ce fil qu'on fixe à la peau pour faciliter le changement en post-opératoire, pour trouver le trajet. La trachée, elle n'est pas abouchée à la peau, mais elle est juste fixée par un fil pour utiliser comme guide, en fait. Donc, je passe la parole à ma collègue pour parler des différentes canules et des soins à domicile. Merci. Bonjour, donc moi je suis infirmière dans le service de chirurgie. En tant qu'infirmière, je vais vous présenter un petit peu les types de canules, la préparation de la sortie, le matériel qu'on va avoir à disposition à la maison et les soins. Donc dès qu'on parle d'ORL, on parle de canule, dès qu'on parle de trachéostomie ou trachéotomie. Donc on vous présente les types de canules. Donc la première canule, c'est la canule à ballonnet. C'est la canule avec laquelle, c'est la canule qu'on utilise le plus, nous, dans le service de chirurgie, car c'est celle qu'on met en post-opératoire. Donc c'est celle qu'on voit juste ici. Elle peut être simple ou fenêtrée. La fenêtre, c'est les petits trous qu'on voit au-dessus de la canule, juste ici, qui permet, avec le ballonnet dégonflé, la phonation. Lorsque on est sur une trachéotomie de décharge, le patient possède encore ses cordes vocales. On va rétablir le trajet de l'air naturel. Et donc le patient, lorsqu'il va boucher sa canule, il va pouvoir parler. On peut rencontrer aussi les canules sans ballonnet. On les rencontre un petit peu moins sur le centre. C'est des canules qu'on va mettre pour le confort du patient ou des patients qui ont des trachéotomies cicatrisées. Voilà. Et ensuite, le larytube ou la C-tube, c'est une canule qu'on rencontre lorsque le patient a été opéré d'une laryngectomie totale ou une pharyngolaryngectomie totale. C'est la canule qu'on voit juste ici. Donc celle-ci, elle est plus souple, plus courte et plus confortable pour le patient. Donc l'intérêt du ballonnet, c'est la protection des voies respiratoires inférieures. Donc dans le cas où le patient va avoir des sécrétions très épaisses, très abondantes, ou lors d'un vomissement ou d'un saignement, on va vouloir protéger les poumons de tout ce qui peut, de tous les écoulements qui peuvent aller à l'intérieur. Donc
la canule, le ballonnet se trouve dans la trachée et une fois gonflé, il va protéger les poumons de l'entrée des écoulements. Donc, pour gonfler et dégonfler le ballonnet, on utilise une seringue vide, on la remplit d'air et on vient gonfler ou dégonfler le ballonnet. On a un petit témoin, un petit tuyau avec un petit témoin au bout où on peut savoir si le ballonnet est gonflé ou pas gonflé en fonction de si le petit témoin est gonflé ou pas. Donc il faut éviter de surgonfler le ballonnet pour éviter une pression sur la trachée qui pourrait causer quelques lésions et comprimer l'œsophage qui créerait une gêne pour le patient. La chemise interne fenêtrée. Donc elle intervient un petit peu plus tard, nous, en hospitalisation. C'est lorsque on veut, quand le patient a commencé quand le patient dégonfle, quand il y a moins d'œdème, on va pouvoir dégonfler le ballonnet et rétablir une ventilation par les voies naturelles. Et donc, on vient dégonfler le ballonnet, on met une chemise interne qui est fenêtrée, ça veut dire qu'il y a un trou. Et donc, le patient, dès qu'il va boucher la canule, il va pouvoir expirer par les voies hautes. Donc, c'est indiqué lorsque le patient a beaucoup moins de sécrétion et lorsqu'il est sevré en apport en oxygène. Pour avoir cette condition, c'est réévalué chaque jour. On l'utilise, elle est identique à l'utilisation de la non fenêtrée. Et juste pour avoir un petit repère, la bague de la canule, qui est juste ici, est bleue. Donc comme ça, c'est visuel. En un regard, on peut savoir si le patient il a une chemise interne fenêtrée. Donc c'est important. On va le voir un petit peu plus tard. Mais en cas d'urgence, si, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, le patient a un saignement, par exemple, on va vouloir protéger les poumons et donc on repassera sur une chemise interne non fenêtrée avec un ballonnet gonflé. Le bouchon trachéal, on peut le rencontrer. Sa fonction, c'est de mettre en place, on le met en place pour simuler l'absence de la trachéotomie. Donc c'est dans l'ambition de décanuler le patient. Donc on le met en place à distance de la chirurgie, lorsque le patient a peu de sécrétion, qu'on a déjà dégonflé le ballonnet, mis en place une chemise interne non fenêtrée, et que celle-ci est bien tolérée. Donc pour décanuler le patient, il faut que le bouchon trachéal soit bien toléré par le patient et qu'il ait réussi à le tenir plus de 24 heures. À domicile, on peut le rencontrer lorsque on a eu des difficultés à décanuler le patient ou alors chez des patients où on a conservé la trachéotomie pour des traitements. Pour son confort, il va pouvoir dégonfler son ballonnet, mettre une chemise interne fenêtrée pour pouvoir converser avec sa famille, par exemple. Le larytube, donc c'est une canule qu'on met en place chez des patients qui ont eu une laryngectomie ou une pharyngolaryngectomie totale. C'est une canule qu'on met précocement dans l'hospitalisation. Donc c'est ce que je vous disais, une canule plus confortable, plus souple, plus courte. Donc on conseille aux patients de la garder pendant 1 an suite à l'intervention pour calibrer le trachéostome. Donc pour pas que le trou de la trachéostomie rétrécisse. Et puis, par la suite, le patient pourra se contenter d'un adhésif avec un nez artificiel. Donc le nez artificiel, on vous l'a mis juste en dessous, juste ici. Il y en a plusieurs parce qu'on a plusieurs prestataires. Mais il fait le rôle du nez pour les personnes qui respirent par les voies hautes. Donc il filtre, il humidifie et il réchauffe l'air inspiré. Donc la prothèse phonatoire.
Donc la prothèse phonatoire, on va la rencontrer, c'est un dispositif qu'on peut rencontrer également. On va la rencontrer chez des patients qui ont été trachéostomisés, donc dans le cadre de laryngectomie totale ou pharyngo-laryngectomie totale. On vient créer une fistule entre l'œsophage et la trachée qui permet la phonation. Donc le patient, il va venir inspirer, boucher sa trachéostomie et l'air expiré va passer par la petite prothèse phonatoire qu'on voit juste ici. L'air va rentrer dans l'œsophage et va pouvoir ressortir par la bouche. C'est ce qu'on appelle, grâce à ça, il va pouvoir parler, et c'est ce qu'on appelle la voie trachéo-œsophagienne. Donc, cette prothèse, elle permet le passage de l'air vers l'œsophage. Par contre, elle empêche le sens inverse, c'est-à-dire la salive et le bol alimentaire d'aller vers les voies respiratoires. Donc, le rôle infirmière, c'est d'accompagner le patient si besoin. Les patients vont être éduqués en amont, nous au centre, mais si besoin, de l'aider au nettoyage quotidien de la prothèse phonatoire. Cette prothèse, elle va être changée tous les 6 à 12 mois en soins externes par un chirurgien ORL sur le centre. Dans le service de chirurgie, avant que le patient rentre à la maison, peu importe l'appareillage, on va organiser sa sortie. Donc, c'est un rôle c'est quelque chose qui est fait en coordination par l'infirmière et le médecin. On anticipe les besoins du patient, on fait le compte-rendu d'hospitalisation, on lui remet. On met en place des prestataires. Donc, on a une ordonnance pour le prestataire et on voit avec lui pour récupérer le matériel. Soit, si la sortie est gérée en amont, le prestataire va pouvoir venir sur le centre, proposer déjà le matériel au patient, lui expliquer un certain nombre de dispositifs et il l'accueillera également à la maison. On va organiser des prescriptions, par exemple les aérosols si besoin. On va organiser le passage de l'infirmière libérale si besoin. Et voilà. Donc les objectifs, c'est quoi? C'est assurer un retour à la maison sécurisé, garantir la continuité des soins et adapter la prise en charge aux besoins du patient. Sur le centre, donc on est en train de travailler sur une fiche de liaison, donc ville-hôpital, qui va permettre une transmission un petit peu plus directe pour les infirmiers libéraux de ce qu'on fait nous dans le service. Donc ça va être sur l'histoire du patient lors de son hospitalisation, et puis où on en est dans les étapes de la trachéotomie ou trachéostomie, les pansements, enfin voilà, tout ce dont on peut avoir besoin. Et puis, les aides-soignants sont en train de travailler sur une fiche explicative pour les patients de tous les soins qu'on leur apprend, tous les soins sur lesquels normalement ils sont autonomes à la sortie, mais ils peuvent avoir des questions, ils peuvent avoir besoin de se référencer à quelque chose. Donc, on est en train de travailler sur une fiche explicative et on leur remettront à la sortie. Le prestataire de soins, il intervient à plusieurs étapes. Donc, pendant l'hospitalisation, il va venir rencontrer le patient au centre, lui réexpliquer les modalités du retour à domicile, lui délivrer et lui présenter une partie du matériel et répondre aux questions du patient. Ensuite, il va être présent au domicile le jour de sa sortie pour lui expliquer le reste du matériel qu'il n'aurait pas vu en hospitalisation et répondre à des questions si besoin. Et ensuite, il reste une ressource à la maison pour répondre à des questions. Ils ont une astreinte, donc ils sont faciles à contacter. Le matériel qui est présenté, c'est l'aspirateur trachéal. Donc le patient, il va en avoir 2. Une qui va laisser toujours à domicile et une qui va utiliser pour les voyages lorsqu'il a des consultations. Nous, ils le reçoivent avant la sortie. Comme ça, au moment où ils prennent le taxi pour rentrer chez eux, ils ont déjà l'aspirateur trachéal avec eux. Donc, cet aspirateur trachéal, il a un bouton on-off. Il faut toujours attendre que l'aiguille monte avant l'utilisation. Alors, dans les quotas, c'est une sonde d'aspiration par jour. Donc, vous allez me dire tout à l'heure, ça ne va pas avec ce que j'ai marqué. Nous, en hospitalisation, on utilise beaucoup de sondes. Le patient, il va devoir apprendre à utiliser qu'une sonde ou 2 ou 3 sur la journée. En fait, il va pouvoir rincer la sonde au fur et à mesure.
Alors là, le prestataire qu'on a rencontré nous disait: «Nous, on en donne plus». Et certains prestataires en donnent qu'un et ils sont dans leur droit. C'est un matériel qui est utilisable sur secteur ou sur batterie. Le bocal est réutilisable et lavable. Et l'utilisation est faite dans le service. Ensuite, l'humidificateur. Donc, l'humidificateur, il prévient les sécrétions sèches. Il favorise la formation de bouchons muqueux. Il prévient la formation de bouchons muqueux. On n'y met à l'intérieur que de l'eau ou du sérum phi, pas de médicaments. Et c'est un branchement sur secteur. Donc on va avoir une petite brume humide que le patient va pouvoir... Ça humidifie l'air. Le matériel pour faire les aérosols. Donc il est utilisé pour humidifier les sécrétions et, si nécessaire, administrer certains traitements. Donc sur prescription médicale, le Bricanil l'Atrovent. C'est branchable sur le secteur et voilà. Alors, le matériel que le patient va recevoir à la maison, c'est la métaline. Donc c'est le pansement qu'on vient introduire entre la canule et la peau du patient. Ça va venir prévenir toutes les lésions qui peuvent être causées par la position de la canule sur la peau. Ça absorbe aussi les sécrétions péritrachéales. On va avoir le goupillon pour nettoyer la canule et une petite poudre nettoyante pour nettoyer la canule. On a les compresses, le collier cervical qui est indispensable pour éviter les décanulations et le filtre d'humidification. C'est un petit peu comme le nez artificiel mais pour les trachéotomies qu'on trouve juste ici. Donc les soins à domicile, donc le patient il va être éduqué en amont de sa sortie d'hospitalisation. Il va savoir exécuter tous ses soins lui-même, mais il peut avoir besoin d'aide pour le faire en début. Donc pour faire une aspiration trachéale, on va avoir besoin de gants, de tubulures d'aspiration et de l'aspirateur trachéal. Donc on met les gants, on prend en main l'aspiration trachéale, la sonde d'aspi, et on le raccorde à l'aspiration trachéale. Et ensuite, on met la sonde à l'intérieur de la trachéotomie. On ne dépasse pas la longueur d'une trachéotomie, donc à peu près 10 cm. Et on demande au patient de tousser pour mobiliser les sécrétions et de pouvoir aspirer en une fois le maximum de sécrétions. Et encore. Ensuite, le soin de canule. Donc le soin de canule, lui, il comprend le nettoyage de la peau du patient autour de l'orifice trachéal, l'entretien de la canule et le changement du cordon. Donc on va avoir besoin de gants non stériles, d'eau et de savon, du goupillon, des compresses sèches, un cordon et une métaline. Le change complet. Donc le change complet de la canule, et là vous le disiez, pour le premier change complet sur une trachéotomie de décharge, on va le faire en présence du médecin. Une fois ce premier change complet fait, une infirmière, une aide-soignante peuvent suffire, et après sur une trachéotomie qui va être cicatrisée, une infirmière peut le faire seule. Donc ça consiste à retirer l'intégralité de la canule et le remplacer par un jeu de canule propre. Donc on va avoir besoin de gants non stériles, de xylocaïne visqueuse si possible, de compresses, d'un deuxième jeu de canule avec le mandrin, un cordon qui va être mis au préalable sur la nouvelle canule, une seringue de 10 cc qu'on va pouvoir remplir d'air pour gonfler ou dégonfler le ballonnet, et un système d'aspiration. Pour réaliser ce geste, donc, il faut toujours mettre le patient complètement à plat, c'est l'idéal, sans oreiller, avec la tête un petit peu en hyperextension. On prépare son matériel à l'avance. On se met sur le côté du patient
On prépare l'aspiration si besoin, et puis ensuite, on dégonfle le ballonnet. Lorsque la canule est un peu plus récente, au moment de dégonfler le ballonnet, il est possible que le patient tousse. Il y a besoin d'aspirer à ce moment-là, parce que les sécrétions qui vont être au-dessus du ballonnet vont tomber un petit peu. Ça va le faire réagir, tousser, et on va pouvoir aspirer ces sécrétions. On enlève la canule complètement, et si besoin, on prend une compresse, on nettoie, et sinon, on recanule tout de suite avec une canule propre. Toujours avec la petite inclinaison sur le côté, pour déjà bien visualiser la trachée, et ensuite la main sur le côté pour que le trajet de la canule aille bien dans la trachée, et que le trajet se fasse tout seul. Une fois la canule mise, on retire le mandrin, et on met la main devant la trachéotomie pour vérifier si le passage de l'air est bien possible. Lorsqu'on parle de patients avec une canule, on a besoin d'une humidification. C'est très important pour éviter le bouchon muqueux. Donc pour cela, on a besoin de l'humidificateur, que le patient fasse bien des séances d'humidification. On a besoin que le patient soit porteur de son filtre, de son nez artificiel le plus souvent possible, parce qu'il joue un rôle important dans l'humidification, il joue le rôle du nez chez nous, une bonne hydratation du patient, et si besoin d'aérosols. Donc si les sécrétions sont sèches ou épaisses, on va faire des aérosols de sérum vie. Si le patient est spastique, ça veut dire qu'il tousse souvent, on peut avoir besoin d'aérosols de terbutaline et ipratropium. Ça va être sur prescription médicale, mais on peut très bien le faire à la maison. Lorsque la trachéotomie de décharge est retirée, on va venir faire un pansement compressif à l'entrée, au niveau de la cicatrice de la trachéotomie. Donc, on veut un pansement compressif jusqu'à la fermeture de l'orifice, puis un pansement simple jusqu'à la cicatrisation. Si on remarque un bourgeon inflammatoire, le patient peut être vu au centre pour avoir une conduite à tenir. Donc on va pouvoir venir appliquer des corticoïdes locaux ou du nitrate d'argent. Et donc nous en hospitalisation, on met un petit repère pour que le patient appuie sur l'orifice, l'ancien orifice de trachéotomie, pour qu'il puisse parler. À la maison, un compressif sans électrode suffira. Le soin de la prothèse phonatoire. Donc la prothèse phonatoire, elle est visible lorsqu'on regarde dans un orifice, un orifice de trachéostomie. Donc on nettoie la prothèse phonatoire avec une brosse qui est dédiée. Donc c'est un nettoyage qui est quotidien, fait par le patient. S'il y a une présence de croûte, il faut faire un nettoyage avec la petite brossette. Si vous remarquez la présence d'alimentation ou de salive autour de la prothèse, dans ce cas-là, le patient il est à indiquer au centre pour qu'on organise un changement de prothèse phonatoire. Il peut y avoir des fuites autour. Donc la petite brosse, c'est la petite brosse qu'on voit juste ici. Donc après un passage d'infirmier, le patient doit avoir un pansement ou une métaline qui préserve l'état cutané en péritrachéal. Donc on peut avoir une métaline ou un pansement Mepilex border ou transfert.
Donc on vient introduire entre la canule et la peau pour soulager la pression. On doit avoir un patient qui doit avoir un cordon propre et adapté, des sécrétions qui sont plutôt fluides ou pas de sécrétion du tout, qui soit porteur d'un filtre, qui soit autonome sur la gestion de sa canule et qui doit avoir un système d'aspiration fonctionnel ou à disposition. La petite particularité pour les patients qui sont en traitement radiothérapie, donc le patient qui se présente en radiothérapie ne doit pas avoir de métalline, donc le petit pansement qu'on vient introduire sous la canule, qui a le derrière qui est métallisé. Il ne doit pas avoir de pansement gras, ni de crème sur la zone irradiée, parce que ça peut brûler. Donc le patient doit venir avec une peau propre avant la séance, donc s'organiser pour refaire le pansement après la séance de radiothérapie et pas avant. Bonjour, moi je suis Mélissa Costa, je suis infirmière de coordination et de parcours de soins en radiothérapie et anciennement infirmière dans le service de chirurgie. Donc je vais vous parler des bons gestes d'urgence à avoir au domicile particulièrement. Donc je vais commencer par l'obstruction de la trachée, après je vais parler de la décanulation accidentelle, l'hémorragie et on va faire un petit point sur des numéros d'urgence. Donc, je vais parler de l'obstruction de la trachée par un bouchon muqueux. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer régulièrement au domicile. Tout d'abord, ça peut être un patient, quand vous passez, qui vous dit « j'ai des difficultés un petit peu respiratoires, j'ai une gêne ». Dans ce cas-là, vous retirez la chemise interne, vous la nettoyez. Souvent, le bouchon muqueux se retrouve au niveau de la chemise interne. Si il n'est pas là et qu'il y a toujours cette gêne, on dégonfle le ballonnet pour pouvoir libérer les voies aériennes supérieures du patient. On aspire pour stimuler la toux. On demande de tousser au patient s'il peut. Si à ce moment-là, il continue à avoir cette gêne et on n'a toujours pas de bouchon muqueux qui apparaît, n'hésitez pas à faire un aérosol de sérum physiologique au domicile ou avec un mucomycile à la prescription et le traitement avec lui. Et s'il n'y a pas d'amélioration, vous contactez le 15 afin de vous faire aider. À ce moment-là, il est possible qu'il vous demande de faire un changement de canule. Mais en tout cas, faites-vous aider, restez au téléphone avec le 15. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'il est toujours important de disposer d'un deuxième jeu de canule au domicile et prêt à l'emploi. La deuxième, l'obstruction trachéale qui peut aussi arriver, c'est vraiment une obstruction vraiment directe où le patient n'arrive plus à respirer. Et dans ce cas-là, voilà, vous dégonflez le ballonnet, directement vous appelez le 15. Le SAMU et vous aspirez, vous essayez de vous retirer la chemise interne, vous essayez d'aspirer, de stimuler le patient et sinon vous pratiquez des gestes d'urgence. Alors ça c'est au mieux quand vous êtes sur place. On sait qu'au domicile vous n'êtes pas tout le temps présent et c'est pour ça que c'est important d'éduquer le patient et la famille qui est présent au domicile sur les gestes qui sont à faire. Alors nous, les patients hospitalisés, souvent, on leur a expliqué, ils nous ont vu faire, mais c'est important au domicile de reprendre tout avec eux, entre le matériel qui change et de leur montrer comment est-ce que vous faites le soin et si ça se produit la nuit ou quand vous êtes dans votre tournée à l'autre bout de la ville, vous n'allez pas pouvoir intervenir rapidement. Donc vraiment d'expliquer à la famille les gestes. Donc retirer la chemise interne, dégonfler le ballonnet, qu'ils appellent directement le SAMU pour se faire aider. Et de ne pas vous appeler vous en première intention, parce que si vous êtes sur un soin, vous n'allez pas pouvoir vous détacher rapidement. Et toujours rassurer le patient au maximum. Et la famille également.
Je vais vous parler de la décanulation accidentelle sur les trachéotomies de décharge. Donc ça, vous pouvez le rencontrer lorsque vous faites le changement du cordon. Quand vous êtes au domicile, le patient il peut avoir une toux et là, la canule peut partir accidentellement étant donné qu'elle est plus protégée par le cordon. Ça, du coup, après vous refaites un change de, enfin vous remettez là, vous faites un change de canule comme vous avez l'habitude de faire au domicile, comme l'expliquait Camille. On allonge le patient, le cou en hyper extension et vous recanulez à l'aide du guide. Voilà, vous refaites un changement de canule et de bien vérifier le trajet de la canule, qu'il n'y ait pas de faux trajet, et de gonfler le ballonnet si besoin ou non, et de bien accrocher le cordon. Ça, c'est quand vous êtes au domicile. Quand vous n'êtes pas présent, ça peut arriver également aux patients, parce que il suffit qu'il fasse un petit peu chaud au niveau du cordon, qu'il soit mobilisé, ça peut le cordon peut se détacher tout seul et la canule peut sortir de son orifice ou sur des efforts de toux. C'est également aussi important d'éduquer le patient et sa famille. Ce serait bien qu'ils voient le geste au moins une fois avec vous. Si jamais ça arrive lorsque vous n'êtes pas présent, si jamais ils se sentent capables en tout cas, avec l'aide du SAMU ou de vous au téléphone, c'est possible, de recanuler en attendant que vous arrivez. En fait, il faut savoir que le patient, quand il est à domicile avec une ancienne trachéotomie, le trajet est déjà fait. C'est-à-dire que le changement sont généralement faciles. Ce n'est pas dans tous les cas. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais dans la majorité des cas, parfois, il y a des patients qui changent eux-mêmes devant un miroir toute la canule et la remettent. Parce que le trajet est déjà fait et c'est cicatrisé. Mais quand c'est dans les 3-4 semaines qu'il est à domicile, parfois le trajet n'est pas encore complètement fait et c'est là où il peut y avoir une gêne respiratoire et il faut le recanuler rapidement et surtout il faut éviter les faux trajets comme sur la photo. En fait, parfois quand le trajet n'est pas fait, on peut mettre la canule dans le médiastin, en antérieur. Et donc, comment vérifier cela? Il faut demander au patient de respirer et de mettre la main devant la canule pour être sûr que la canule est bien dans la trachée. Si vous n'avez pas d'air, c'est qu'elle n'est pas en place. C'est juste un petit point que je voulais ajouter. Voilà. Enfin, moi, j'ai travaillé à domicile avant en HAD et ça nous est arrivé, en tout cas, d'un patient qui habitait à 30 minutes et qui s'est décanulé accidentellement. Et on a guidé, en fait, sa femme au téléphone pour recanuler le patient. Et le temps qu'on arrive, et ça s'était très bien passé, on est juste venu pour vérifier que tout soit bien en place. Donc, c'est pareil, rassurer le patient à ce moment-là et la famille. Mais c'est important qu'ils voient le geste avec vous parce que nous, en tout cas en hospitalisation, la famille ne voit pas le changement de canule avec nous. Et de voir où tout se trouve au domicile également. Je vais vous parler également de l'hémorragie. C'est quelque chose qui peut arriver, c'est beaucoup plus rare. Mais c'est important d'en parler parce que ça peut être aussi impressionnant autant pour nous que pour le patient. Alors, je ne parle pas des petits saignements post-changement de canule ou d'aspiration un tout petit peu traumatique. Je parle vraiment de gros saignements hémorragiques. Du coup, le premier réflexe, ça va être de gonfler le ballonnet vraiment au maximum. Là, on change également... Tout dépend de comment ça se passe, mais la canule interne, il faut vraiment qu'elle soit changée, mettre la canule interne qui est non fenêtrée. Donc c'est très bien de la mettre avec le jeu de canule, le deuxième jeu de canule que vous pouvez avoir à domicile, proche en tout cas du patient. Bien sûr, vous évaluez l'état respiratoire et hémodynamique du patient, vous restez auprès de lui, vous appelez le 15, le SAMU, pour ne pas rester seul dans la situation où vous demandez s'il y a de la famille de l'appeler et de mettre sur haut-parleur. Vous aspirez en continu le patient et après, voilà, c'est vraiment les indications que va vous donner le médecin, en tout cas régulateur du SAMU. S'il y a de l'hexacyl au domicile,
Ça peut être, ça peut être déjà prescrit en amont et du coup, le patient a peut-être le médicament au domicile ou peut faire des aérosols. Tout dépend de l'état respiratoire et hémodynamique du patient et de comment se présente l'hémorragie. Alors voilà, c'est vraiment là, dans ce moment-là, il faut vraiment rassurer le patient et ne pas rester seul, appeler le SAMU. Voilà, au domicile, disons que c'est pas comme l'hospitalisation, on n'a pas le temps de courir à la voiture et chercher de quoi perfuser. Et, là, c'est vraiment rester auprès du patient, le rassurer au maximum, l'aspirer et avoir le ballon dégonflé. C'est important d'expliquer au patient qu'il faut vraiment qu'il ait son aspirateur trachéal avec lui sur tous ses déplacements. Que ce soit en cas d'hémorragie ou de bouchon muqueux qui peut se créer à n'importe quel moment, que ce soit en voiture, lorsqu'il se déplace au domicile ou chez des amis, ou même quand il se rend des fois au centre en radiothérapie. C'est toujours bien qu'il a avec lui son aspirateur. Donc, on veut vraiment optimiser les gestes de l'urgence à domicile. Le gros point, c'est vraiment l'éducation thérapeutique au niveau du patient et de la famille, qui puisse être formé, reconnaître et savoir agir selon les situations, reconnaître le matériel également et où tout se trouve au domicile. Il faut réagir rapidement, mettre en place les premiers gestes d'urgence et garder son calme et s'entourer très rapidement. Donc on contacte les urgences ou le centre, tout dépend de la gravité de l'urgence. Et surtout, on ne reste pas seul dans les urgences ou dans une difficulté. Donc voilà, autant pour vous que pour la famille. Et surtout que la famille, vous êtes les références souvent pour eux, les infirmiers libéraux. Et souvent, le premier geste qu'ils vont vouloir faire, souvent, c'est de vous appeler vous pour intervenir. Il faut vraiment leur dire qu'il faut appeler le SAMU en premier lieu. Je fais un petit point sur les numéros d'urgence. Donc bon, vous les connaissez la plupart, surtout le SAMU. C'était surtout pour le 114. Je voulais faire un point parce que c'est vraiment pour les patients qui sont malentendants, muets ou aphasiques, pour nos patients qui sont porteurs d'une trachéotomie ou même stomie s'ils ont des difficultés à parler, de pouvoir mettre ce numéro-là à disposition chez eux, que ce soit vraiment visible. Alors ça existe en application, par SMS ou par Internet, donc c'est très bien de l'enregistrer dans leur téléphone, ou s'ils sont à l'aise avec les téléphones portables, d'installer l'application et de le mettre vraiment en visu, que ce soit dans la cuisine, dans leur chambre, là où ils sont le plus souvent, parce que il y en a qui sont tout seuls et qui n'ont pas de famille. Et sur des urgences, il faut vraiment qu'ils contactent le 114. Je vous ai juste remis là les numéros du centre Henri Becquerel, donc ça c'est le standard. Le service de chirurgie, si vous avez besoin de conseils suite à une urgence ou le week-end surtout. Et les soins externes, eux, c'est la semaine, qui sont disponibles pareil si vous avez besoin de conseils ou d'un rendez-vous avec le patient. C'est à ce numéro-là, ils sont ouverts du lundi au vendredi. Et le week-end, c'est le service de chirurgie ou le standard, si besoin. Vous demandez le service. Donc oui, c'est bien de parler des urgences parce que ça peut arriver. Je voulais juste ajouter sur la dernière, pour l'hémorragie, il faut savoir que généralement, c'est des saignements bénins. Bénin, c'est-à-dire que c'est, comme a dit Mélissa, c'est traumatique, suite aux aspirations, suite au changement de canule, et que des simples soins locaux avec des compresses d'Hexacil ou des aérosols, ça va partir, ou c'est peut-être un bourgeon. Parfois, il y a des bourgeons autour de l'orifice,
Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la cautérisation au nitrate d'argent. Parfois, quand le bourgeon est gros, on le voit en soins externes pour enlever complètement ce bourgeon pour éviter la récidive du saignement. Les saignements vraiment très importants, ils sont très rares. Et nous, généralement, on prépare le patient à son retour à domicile quand il y a cette situation. C'est pour vous rassurer, en fait, quand c'est des saignements au niveau de la tumeur, le patient, il est déjà averti et on met en place des choses pour que si ça arrive, il va contacter les urgences. Il sait qu'il doit aller aux urgences, il ne va pas vous appeler, il va appeler le 15. Mais ça peut arriver quand vous êtes chez lui, et dans ce cas, il faut aspirer en continu, appeler le 15, parce que vous êtes tout seul avec lui, et vous ne pouvez pas gérer quand c'est des saignements très, très importants. Donc, juste une petite parenthèse. On continue avec les séquelles et complications possibles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les trachéostomies, c'est facile à faire. C'est un petit geste chirurgical qui ne dure pas longtemps, mais qui peut avoir des répercussions importantes par la suite, des complications à court terme, à moyen et à long terme qui peuvent retentir sur la qualité de vie du patient, et c'est pour ça que les soins à domicile sont très importants pour améliorer cette qualité de vie et pour éviter les séquelles tardives. Donc les complications précoces, je vais parler des complications les plus fréquentes, il y en a beaucoup, mais j'ai insisté sur les complications qu'on peut voir le plus fréquemment. L'infection locale, donc quand le patient a une rougeur locale, une douleur, des écoulements autour de la trachéotomie ou des sécrétions malodorantes, qui est un retard de cicatrisation, beaucoup de fibrine tout autour, donc ça peut être une infection. Et donc là, il ne faut pas hésiter à appeler le centre pour adresser le patient. On peut mettre en place des soins adaptés, des soins locaux adaptés, et parfois on peut être amené à prescrire des antibiotiques. Les complications précoces, pneumothorax, pneumomédiastin, généralement ça arrive quand le patient est hospitalisé, parce que le patient, on le garde au moins une semaine avant qu'il sorte. Rarement, ça peut arriver à domicile quand il y a une hyperpression, donc ça peut donner un pneumothorax. Donc les symptômes, le patient est gêné pour respirer, il a des douleurs thoraciques, on sent un emphysème sous-cutané, c'est des crépitements sous la peau, donc on le sent très bien quand il y a un emphysème. Et donc là, bien sûr, il faut appeler le centre, ou appeler, s'il est vraiment très gêné pour respirer, il faut appeler le 15 et l'adresser aux urgences les plus proches pour faire le bilan et la prise en charge adaptée. Généralement, c'est des pneumothorax ou des pneumomédiastins qui sont minimes, et dans cette situation, on fait juste une surveillance du repos. Rarement, quand c'est important, on met un drain thoracique. Les complications plus tardives, on peut dire à moyen et long terme, le plus fréquent, c'est les granulomes. En fait, c'est un petit bourgeon autour de la canule, et parfois, il peut se former à l'intérieur de la trachée quand la canule est fenêtrée. Au niveau de la fenêtre, il peut y avoir un bourgeon. Et donc, ça peut donner des difficultés à enlever la chemise interne et à changer la canule. Donc, ça arrive. Et dans cette situation, ça peut donner des saignements, des douleurs lors des soins, une gêne respiratoire. Et on peut voir directement la formation bourgeonnante autour de l'orifice. Donc, c'est dû essentiellement au frottement de la canule ou à la pression de la canule et du ballonnet, ou parfois des traumatismes répétés lors du changement ou lors des aspirations. Et aussi, quand on ne change pas la canule, parce que parfois, il y a des patients qui rentrent à domicile et restent avec une canule jamais changée pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et donc cette canule, elle cause une pression sur la paroi et ça donne des bourgeons. Donc c'est pour ça que c'est important de faire les changements complets de la canule au moins une fois toutes les 2 semaines, au moins. Parfois plus et parfois moins, en fonction du patient. Donc, dans cette situation, bien sûr, il faut des soins adaptés. On peut adapter la canule, on peut adapter des pansements, mettre un corticoïde local.
ou bien faire une cautérisation, mettre du nitrate d'argent, et parfois même on peut être amené à aller au bloc pour enlever ce bourgeon. Les complications tardives et séquelles des trachéotomies, les troubles de la déglutition. Donc le patient, il peut y avoir une toux pendant les repas et il peut vous dire qu'il tousse à chaque fois qu'il mange. Vous pouvez le voir aussi. Il y a une sensation de blocage quand il mange. Vous voyez un écoulement autour de la canule d'aliments où il peut faire des pneumopathies à répétition. Et dans ce cas, il est important de vérifier le ballonnet s'il est bien gonflé. Et il faut appeler le centre parce que dans cette situation, quand le patient fait des fausses routes, on peut mettre en place une alimentation entérale et interdire l'alimentation orale le temps de faire une rééducation orthophonique, par exemple, et trouver le problème au niveau de la déglutition. La perte de prothèse phonatoire, donc c'est une complication qui peut arriver chez les patients qui sont laryngectomisés avec une prothèse phonatoire. Donc il y a la perte, mais il y a aussi les fuites, comme a parlé Camille tout à l'heure. Quand vous voyez des aliments autour de la prothèse, ou quand le patient tousse à chaque fois qu'il mange, il faut qu'il appelle le centre pour venir le changer. On le change sous anesthésie locale en consultation. Et quand le patient a perdu totalement la prothèse, donc vous voyez là qu'il y a un trou et qu'il n'y a plus à l'intérieur de l'orifice, on ne voit plus la prothèse. Donc elle peut tomber au niveau des branches, et dans ce cas, c'est une prise en charge spécialisée. On va faire une fibroscopie pour aller la chercher et l'enlever. Et parfois, généralement, le patient, il va tousser, il va l'expulser, donc il faut juste la chercher, et il va la trouver dans sa chambre. Donc, il faut appeler le centre rapidement. Il ne faut plus qu'il mange. Donc, la première chose à dire au patient, c'est qu'il ne faut plus boire ni manger. Et s'il a une canule à ballonner, mettre à la maison une canule à ballonner, sinon l'adresser rapidement au centre pour qu'on puisse remettre ou bien une canule ou bien poser une sonde nasogastrique et une canule à ballonner qui doit être gonflée le temps de remettre en place une prothèse. Pour les trachéostomies également, il y a un risque aussi de rétrécissement ou de fermeture de l'orifice. Si le patient a eu une opération, puis une radiothérapie, ce risque est plus important. Et donc, si le patient ne calibre plus son orifice de trachéostomie par le larytube, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que pour les patients, on leur dit qu'il faut qu'ils utilisent le larytube au moins 6 mois à 1 an après la fin du traitement. Et même après 6 mois à 1 an, on leur demande de calibrer au moins la nuit, par exemple, de mettre la canule la nuit pour calibrer l'orifice pour qu'il ne se referme pas. Et donc, vous pouvez, vous, le constater quand vous voyez l'orifice qui se ferme progressivement. Et ça peut arriver que le patient arrive en urgence avec des difficultés respiratoires parce que l'orifice s'est fermé. Et dans ce cas, on va adapter la taille de la canule on va calibrer progressivement jusqu'à avoir un calibre adéquat. Donc moi, je vais vous parler du lien ville et du centre Henri Becquerel. Donc, je vais faire un point sur les infirmières de coordination et de parcours de soins. Donc, leur rôle, c'est de faciliter les démarches des patients et de leurs aidants, d'alléger l'impact au niveau de la maladie, de renforcer le lien entre la ville et l'hôpital, donc avec surtout également les médecins et les infirmiers libéraux. Elles remettent aux patients, lorsqu'elles les rencontrent, elles remettent un courrier pour les infirmiers libéraux et les médecins traitants pour expliquer leur prise en charge. Et elles mettent également leur numéro de téléphone que vous voyez indiqué là-haut, c'est les IDEC ORL du centre Henri Becquerel, avec leur numéro de téléphone et leur adresse mail. Elles sont disponibles
du lundi au vendredi, par mail, par téléphone ou même par... Enfin, très rapidement, en tout cas, elles vous recontactent ou elles répondent au téléphone. Elles sont très accessibles pour vous et pour les patients et les aidants. Et leur but, c'est vraiment d'accompagner le patient tout au long du parcours et les aidants tout au long du parcours, en tout cas, de soins. Au centre, du coup, en amont de la chirurgie, elle rencontre le patient et son aidant afin de le préparer à la chirurgie. Elles reprennent tout ce qu'a pu dire le chirurgien, reformule en tout cas la prise en charge et répondent aux questions des patients et des aidants et leur indiquent qu'elles sont présentes, en tout cas pour eux, à n'importe quel moment, si besoin, en amont de la chirurgie et qu'elles vont continuer à le suivre pendant l'hospitalisation et même après leur retour à domicile. Elles vont même continuer à le suivre après pour tous les traitements concomitants qu'il peut avoir. S'ils ont de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, le patient va continuer à être suivi par les infirmières de coordination et présent tout au long de leurs soins et après le retour à domicile. Au niveau des soins externes, les soins externes, ils ont dit, enfin, les missions du service sont le suivi des patients en consultation externe, donc ils sont suivis pour des plaies, cicatrisation, la prise en charge, changement de protocole, au niveau des plaies et des pansements. Vous pouvez faire appel à eux en cas de besoin. Si vous remarquez qu'il y a un retard de cicatrisation, des difficultés lors de certains soins, des bourgeons qui apparaissent, des difficultés à recanuler le patient. Elles sont en lien vraiment direct avec le chirurgien et elles sont en cas d'anomalie ou de besoin. Elles accueillent sur rendez-vous. Du coup, on a mis le numéro qui est présent au-dessus avec leur adresse mail si vous avez besoin de les contacter. C'est des infirmiers qui sont spécialisés en fait avec le DU plaie et cicatrisation. Leur objectif, c'est vraiment d'optimiser la cicatrisation, prévenir les complications et d'assurer la continuité des soins. Ils sont vraiment présents toute la semaine. Vous pouvez faire appel à eux également si vous avez besoin de se remettre un petit peu au point sur des changements de canule ou certains soins. En tout cas, si vous avez besoin, vous pouvez leur envoyer un mail et s'organiser avec eux pour par exemple, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de changement de canule et votre patient passe chez nous et vous avez besoin de revoir comment le soin se déroule. En tout cas, ils peuvent vous accueillir et pour optimiser la prise en charge au domicile de votre patient. Vous pouvez venir en soins externes avec les infirmiers pour le faire, si vous avez un patient suivi ici. Donc, en conclusion, des soins adaptés et de qualité au domicile, c'est vraiment la prévention des complications, la réduction des réhospitalisations et une meilleure qualité de vie du patient. Donc, on vous remercie tous pour ce que vous faites au domicile. Votre rôle est très important pour les patients, pour éviter les complications dont on a parlé. Et j'ai pas d'autre chose à dire, sauf si vous avez des questions. Oui. Moi, j'ai une question simple. En tout cas, en termes d'éducation, je sais à peu près le profil des patients. En tout cas, je les imagine, des patients fragiles qui ne sont pas toujours en capacité de comprendre les choses à un moment T, à un instant T. J'aurais voulu savoir comment sont évaluées les capacités du patient et du coup, à quel moment on se dit l'éducation suffit
Et est-ce qu'ils sont en mesure de rentrer à la maison? Alors quand il y a un entourage, on va dire, bon, effectivement, l'entourage, on peut aussi l'éduquer. D'ailleurs, je voulais savoir si l'éducation se faisait au centre pour l'entourage du patient ou si c'est le prestataire qui le faisait une fois que le patient était rentré à domicile. Et effectivement, comment on évalue les capacités de compréhension et même d'action du patient en termes de soins qui sont quand même techniques. Et quand on se les fait sur soi, c'est certainement même encore plus compliqué que les faire sur quelqu'un d'autre quand nous, on fait les soins sur les patients. Voilà, c'était ma question. Voilà, en termes d'éducation. Dans le service de soins, au centre, on va évaluer le patient, on va lui demander de faire les soins devant les infirmières ou avec les aides-soignants. Dès que le patient, on a vu qu'il savait faire les soins, on va le pousser pour qu'il les fasse au quotidien pendant l'hospitalisation, avec aide ou au fur et à mesure sans aide. Et donc, voilà, une fois que le patient maîtrise, il est capable de réaliser les soins au domicile, voilà. Et ensuite, oui, pour l'éducation de la famille, ça se passe au centre, dans la chambre du patient. On prévient la famille qu'on souhaite les éduquer et leur montrer comment faire les soins, et on les accompagne sur les soins auprès du patient. Donc, aspiration trachéale, soins de canule, voilà. C'est important également que le prestataire il reprenne tout au domicile parce que le matériel il change. C'est plus le même matériel qu'à domicile, enfin qu'en hospitalisation. Donc c'est vraiment important qu'il explique le fonctionnement de tout le matériel, en tout cas au patient, à la famille qui est présent au domicile et comment il fonctionne. Après, le patient va sortir dès qu'il est prêt. Et s'il il est pas prêt, il va être transféré dans un soin de suite, le temps que la sortie soit adaptée pour lui et qu'il soit en sécurité, en tout cas. D'autres questions? Non. Ah ben, tout est clair. C'est très clair. Oui, si vous rencontrez des difficultés particulières, est-ce que finalement c'est des soins relativement simples qui se font très bien? Est-ce que vous avez été confronté à des urgences pour lesquelles vous avez été en difficulté à joindre ou à trouver une attitude ponctuelle en attendant que les soins arrivent, enfin des choses qui vous ont mis en difficulté en tout cas? J'ai pas eu de canule depuis pouf et alors, donc du coup je suis assez contente de savoir qu'effectivement si un jour j'ai un patient qui rentre avec une canule, je peux venir aux soins externes faire une petite mise à niveau. J'avoue que très intéressant en tout cas de le savoir. Merci. Donc, il y a une autre question? Oui, d'accord. Une question ici. Moi, je voulais savoir, outre l'impact, enfin l'aspect éducatif du patient, quel est l'impact psychologique d'une trachéotomie ou trachéostomie chez un patient ORL qui a été opéré? Oui. J'imagine qu'il doit être assez important en termes d'image corporelle, la communication, enfin, quand vous parlez de l'amélioration de la qualité de vie d'un patient, c'est vrai que l'impact psychologique doit être important. J'aimerais savoir si vous l'évaluez. Tu veux répondre? Oui. Oui. Alors oui, il est quand même évalué et alors il est évalué aussi en amont de la chirurgie, hein, surtout avec nous, les infirmières de coordination, où on va leur proposer les soins de support qui sont présents au centre et prendre rendez-vous pour eux ou leur donner le numéro des soins de support s'ils ont besoin. Également pour eux et puis pour leur famille, parce que c'est aussi, ça peut être aussi très compliqué pour leur entourage. On reste présent tout le long, en tout cas, pour répondre à leurs questions, les rassurer et
pendant l'hospitalisation, en tout cas, on est aussi tous et toutes présents pour évaluer l'état psychologique et proposer également des soins de support et d'être à leur écoute pour eux. Oui, il y a les associations, les patients partenaires qui existent, en tout cas au centre, et avec l'aide des associations Non. Après, ça dépend vraiment si c'est une trachéostomie ou une trachéotomie, si c'est temporaire. C'est transitoire, donc au début, ça va être difficile, mais après, il sait qu'il va être décanulé à long terme, à moyen long terme, mais pour la répercussion est plus importante pour les trachéostomies où c'est définitif. Après, on essaie d'accompagner le patient dès le début, dès la première consultation. On lui propose de rencontrer les psychologues au centre. On leur propose de rencontrer les patients partenaires qui peuvent leur expliquer différemment leur quotidien, leur expérience. Et on les aide du mieux qu'on peut. Des raisons traumatiques, etc. Mais nous, ici, on est quand même dans le cadre du cancer. Donc, la cicatrisation, tout ça ne va pas forcément de soi. On sait bien que les patients sortent pas au bout de 3 jours, quoi. Même si ça se passe dans le meilleur des mondes, on sait quand même que la difficulté est là. Et au vu de la pathologie qui les touche, c'est toujours un peu plus compliqué. En dehors de la mutilation physique, il y a aussi tout ce qui va avec. Voilà, j'ai un cancer et les traitements peut-être qui vont avoir lieu derrière. Enfin, voilà. Moi, je voulais dire pour le patient qui est moins informé, qui vit la chose un peu plus rapidement que les autres, une trachéotomie de décharge qui est faite en urgence. Je sais que pour l'aspect psychologique, à partir du moment où on lui parle d'éducation thérapeutique, qu'on lui explique qu'il va pouvoir gérer tout seul, qu'il va pouvoir rentrer à la maison avec les dispositifs, mais qu'il va avoir la possibilité de faire les gestes lui-même ou avec sa famille. J'ai vraiment l'exemple d'un patient en tête, et à partir du moment où il a expliqué « Oui, mais regardez, je vous explique, c'est pas si compliqué, vous allez pouvoir utiliser les dispositifs vous-même, faire les soins, rentrer à la maison avec ça », ça a été vraiment quelque chose qui, pour lui, était une question problématique. Et à partir du moment où il a compris que, ok, on pouvait envisager une vie après la traque, le temps des soins, le temps des traitements pour lui, et ça a été un soulagement. Donc vraiment, l'intérêt des rencontres avec le patient en amont pour lui expliquer voilà ce qui va être possible de faire, on va vous accompagner, voilà comment ça va se passer à la maison, même s'ils ne le vivent pas encore, ça diminue en tout cas, je pense, le stress lié à la canule. Moi, en fait, je voulais savoir s'il y avait des représentants de prestataires dans la salle. Parce qu'en fait, j'ai une question par rapport à l'aménagement à domicile. Comment on priorise? Où est-ce que l'on met le matériel de façon plutôt privilégiée? Alors moi, j'ai travaillé dans un ancien prestataire de santé, donc du coup, on installait les patients en trachéo au domicile. Et après, le matériel, ça se met là où il y a de la place, clairement. Après, souvent, il y a une table qui est disposée pour mettre l'humidificateur et l'aspirateur trachéal. Et puis voilà, en vrai, on se débrouille, ils se débrouillent comme ils peuvent, et d'avoir le matériel à disposition est assez facile d'accès. Donc en fait, c'est les infirmiers libéraux, je pense que vous reprenez un petit peu le matériel et vous le mettez à disposition comme vous pouvez. Voilà, exactement. C'est comme on peut avec... alors là, on oublie tout ce qui est hygiène hospitalière, hein, donc on fait au mieux. On met le chat de côté quand il faut, mais en même temps, parfois, le chat dessus. Et ça, c'est vrai dans toutes les prises en charge à domicile, quoi. Là, on parle des tracts, mais c'est vrai pour les plaies, c'est vrai pour tout, quoi. Et
on a les maisons ultra propres, nickel, etc., où vous pourriez manger par terre. Et puis vous avez toutes les autres, et puis on a les extrêmes inverses, et voilà, et on combine. Pas d'autres questions? Bien, merci mesdames de ce rendez-vous Becquerel excellent. Bravo à vous. Juste un petit mot pour vous dire qu'on continue les soirées Becquerel sur les prochains mois avec le 19 mai, on parlera des tumeurs cérébrales, où est-ce qu'on en est en 2026. Le 9 juin, on fera des regards croisés avec des structures d'activité physique et puis le cancer, on en est où? En septembre, alors j'y vais, hein, je vous le fais toute l'année là. Prévention et prise en charge des cancers gynécologiques avec un S. On sera en semaine turquoise. La semaine d'après, on sera en semaine ORL, donc on parlera des prises en charge des séquelles aiguës en cancéro. On fera évidemment en octobre un rendez-vous sur la scénologie. On parlera en mois de novembre de la pneumologie et on terminera l'année avec un rendez-vous Becquerel sur l'oncosexualité. Voilà le programme des prochains mois. Merci à tous et à toutes d'être venus et d'avoir suivi ce rendez-vous Becquerel en distanciel également. Pour ceux qui sont ici, on vous invite à monter à l'étage et puis avoir un moment de convivialité, continuer vos échanges et aller voir aussi nos partenaires. Merci, bonne soirée.